Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode du cinéma de l'imaginaire. Pour cet épisode, qui se fera à deux, je suis avec mon comparse habituel du FreakyCast, Gagago, donc je suis Roland. Bonjour Gagago. Bonjour Roland, et je suis Bonsoir Gagago même. donc. Bonsoir, bonjour. Voilà, donc ensemble on anime le FreakyCast, les auditeurs de notre podcast nous connaissent et je pense Et que pas les les autres. auditeurs du collectif nous connaissent également. Et si c'est votre première fois, écoutez, ravi que vous nous écoutiez. Donc on va faire ensemble un nouveau concept de podcast. Alors je vais rappeler brièvement ce concept donc du cinéma de l'imaginaire. Donc le but de ce podcast va être de faire découvrir un film à l'autre, et on va essayer surtout, et c'est peut-être là que va être la difficulté, c'est de se faire une reco de film donc, que l'autre ne connaît pas, mais ça, on l'a prévu en amont, donc on sait tous les deux, on en a discuté avant, que le film qu'on va se proposer mutuellement, on l'a pas vu, et on n'a pas été bien sûr regarder de quoi il s'agissait, etc. Donc on a vraiment joué le jeu à fond, et donc le but, c'est de voir si on est vraiment très bon dans les recommandations culturelles, et de voir si on se connaît bien. Et donc, sur cette émission ensemble, donc moi je pense que je te connais plutôt pas mal, hein, ça va faire 2 ans maintenant qu'on fait du podcast ensemble et on se connaissait déjà un petit peu d'avant. Donc, écoute, moi je te propose de regarder un film du réalisateur David Slade, et pour être précis, c'est le premier film de ce réalisateur. Alors ce réalisateur, si tu ne le connais pas, il a fait notamment 30 jours de nuit, et c'est également Ah, lui qui a géré le 3e volet de la saga Twilight. Alors c'est peut-être pas son meilleur film. les 30 jours de nuit, c'est celui avec les vampires aussi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais, ouais. il a un petit Là, faible c'est de la pour les merde. vampires, Ouais. mais voilà, donc le film en question ne parle pas du tout de vampires, et j'ai un petit faible pour ce premier film. Moi, en tout cas, c'est celui que j'ai le plus apprécié de ce réalisateur. Je trouve qu'il est plutôt dérangeant, du moins au début, et je pense que tu vas ressentir une certaine gêne, un certain malaise au visionnage. Tu me conseilles pas un truc que je vais aimer, tu te conseilles un truc qui va Ah me bah gêner. si, tu aimes le malaise, tu aimes le Non, déviant, vraiment. Bon, en tout cas, voilà, je pense que ce film te plaira. C'est de douche Voilà, froide, quoi. écoute, j'en dis pas plus, je vais juste te dire le titre. Donc ce film, c'est Hard Candy. Et Ok. écoute, on en rediscutera après visionnage, et on verra si c'était une bonne reco ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu m'as prévu du coup? Alors, moi, je t'ai prévu, te connaissant aussi très bien, je t'ai prévu un film dont je te parle depuis longtemps du réalisateur et que tu sembles ne pas du tout connaître. Et étant donné que tu aimes bien, alors moi je vais pas dire que tu aimes bien les trucs déviants, mais tu aimes bien les trucs qui sont originaux et le cinéma d'auteur indépendant et tout ça. Et là, c'est un réalisateur que je trouve génial qui s'appelle John Waters. John Waters, c'est un réalisateur de Baltimore qui fait donc du cinéma indé. Il a fait des films dont je t'ai déjà parlé, Mais oui, Cry on en a parlé dans Baby, notre dernière émission, voilà mais oui. exactement. T'as Hairspray également. Il y en a un que tu as Mhm. déjà en DVD, mais j'ai l'impression que tu l'as pas vu. C'est Dirty Ah, Chem, qui est son dernier film qu'il a fait en 2004. d'accord, Et en fait, c'est possible. c'est un réalisateur indé complètement fou, avec des scénarios complètement barrés, des acteurs vraiment. Il est un peu dans le trip. LGBT+, et avec une critique de la Ok, société, des mélanges de castes au sein de la société américaine. Il paraît que ses plus dingues sont ses plus anciens films, mais ils sont très difficiles à trouver à prix correct, et donc j'ai choisi un qui est trouvable à bon prix. C'est Desperate Living, et j'ai ok. hâte que tu me fasses un retour sur ce film-là, et que tu découvres enfin ce super réalisateur, donc Desperate Living, voilà Marocco. Ok, ça marche. Film de On n'en 1977. dit pas plus, on regarde chacun de notre côté et on se retrouve après pour débriefer tout ça. Merci à toi. Ça marche, à plus. Nous voilà donc de retour, Gagago, et nous avons chacun de nous, de notre côté, visionné le film de l'autre. J'espère que tu as passé un bon Et moment, oui. et je vais te dire si j'en ai passé un bon également ou pas. Bref, alors si ça ne te dérange pas, je te propose de commencer par le film que moi je t'ai soumis, et puis après on échangera sur le tien. Donc par Art Candy, du Voilà, coup. tout à fait, ouais. Je te propose de commencer C'est par ça? Hard Candy, tout à fait. On l'a dit, c'est un film de David Slade qui est sorti en 2005, et c'est un film à petit budget. Il y a moins d'1 million d'euros qui a été mis dans le film, et c'est un petit film indépendant. Voilà. Donc c'est Ouais. principalement un huis clos entre deux acteurs qui vont se faire face pendant tout le film. Donc d'un côté, on va voir Ellen Page, et d'un autre côté, on va voir Patrick Wilson. Alors Patrick Wilson, que l'on connaît
un petit peu mieux maintenant qu'à l'époque, puisqu'il a quand même eu des rôles assez emblématiques dans le cinéma, et notamment dans le cinéma d'horreur, puisqu'il a joué dans les différents volets de la saga Insidious. Et on le connaît aussi beaucoup plus pour la série de films Conjuring, les dossiers Warren, puisqu'il incarne Ed Warren, fait, oui. voilà, le célèbre médium américain, dont nous avons déjà un petit peu parlé d'ailleurs dans les Freaky Cast. Donc Hard Candy, c'est vraiment un film du début de sa carrière, parce que c'est que le 4e long métrage dans lequel il a joué. Et donc le deuxième personnage principal du film est interprété par Elliot Page, qui à l'époque était donc encore crédité sous son nom de naissance, Ellen Page, puisque l'acteur a depuis fait sa transition. Toujours est-il qu'à l'époque, Elliot était Ellen Page, donc une jeune actrice qui incarne dans ce film une adolescente de 14 ans. L'actrice en avait 17, enfin l'acteur en avait 17 à l'époque au moment du tournage. D'ailleurs, c'est Ellen Page, elle joue également dans le film Super de James Gunn, dont on a parlé dans une de nos émissions. Tout à fait. Alors, je ne vais pas parler des autres acteurs parce que c'est assez anecdotique finalement dans l'histoire. On voit 2 autres acteurs mais qu'on voit très peu à l'écran, donc je vais pas en parler plus que ça. Bon, assez tourné autour du pot, je vais parler un petit peu du pitch de ce film. Donc le film démarre sur une discussion sur un chat internet entre 2 personnes, une conversation assez explicite, on va dire, entre 2 individus qui prévoient de se rencontrer. À ce moment-là, on ne connaît pas l'identité des 2 interlocuteurs, et très vite, en fait, le voile va être levé sur ce point, et c'est là que le malaise va commencer à s'installer, puisqu'on va découvrir que d'un côté, on a Jeff, un photographe qui a, je sais pas, une trentaine d'années, et de l'autre côté, on va voir Hayley, une adolescente de 14 piges, et on va vite comprendre que la situation n'est pas normale, hein, puisque Jeff ne tarit pas d'éloges envers la jeune ado, tandis qu'elle, justement, elle semble assez peu farouche, et elle lui fait un petit peu de rentre dedans, et elle rentre facilement dans son jeu. Rapidement, les 2 vont finir dans la maison de Jeff, où sont accrochés sur les murs des photos de jeunes modèles en tenue légère, parce que lui, il est photographe, et on comprend qu'il s'intéresse principalement aux jeunes mannequins. Et la jeune Hayley semble impressionnée par le charisme de ce photographe, et elle va se montrer assez peu méfiante finalement face à cette situation qui, aux yeux de nous spectateurs, semble anormale, et à laquelle nous sommes en train d'assister. Et c'est à ce moment-là du film, en fait, alors que tout laisse penser qu'on va assister à un scénario assez glauque où un pédophile va séquestrer et abuser de sa jeune victime, que le film va complètement prendre un contre-pied lorsque, au final, Hayley va droguer le photographe et le séquestrer alors qu'il est inconscient, et à partir de ce moment-là, les rôles vont s'inverser, et le chat va devenir la souris. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur l'intrigue, mais en gros, le reste du film, ça va vraiment être un duel intense entre les 2 personnages. Le photographe qui va être mis devant son fait accompli et confronté à ses contradictions et aux différents choix que va lui proposer la jeune femme. Et de l'autre côté, on va voir Hayley, donc, qui doit tenir son rôle de bourreau, en prouvant qu'elle ira jusqu'au bout, qu'elle est déterminée, et on verra bien si elle arrivera à maintenir sur Jeff son contrôle. Donc elle va pas arrêter de souffler le chaud et le froid sur son otage, tantôt menaçant de le castrer, tantôt menaçant de révéler sa vraie nature à ses proches, en ruinant sa réputation, tout en lui donnant parfois un jeu d'espoir et une hypothétique porte de sortie. Voilà, et tout cela va nous amener jusqu'à la conclusion du film que je vous ne révélerai pas. Alors, quand je t'ai recommandé ce film, c'est vrai que moi je l'avais pas revu depuis un long moment, mais il m'avait laissé un très bon souvenir. Donc du coup je l'ai revu pour préparer cet enregistrement, et moi j'en ressors plus convaincu encore que c'est un petit bijou de cinéma indépendant. Donc je voudrais que tu me donnes ton avis sur ce film. Alors déjà, moi j'avais pas compris vraiment complètement le concept de l'émission. Moi je m'attendais à parler de tout ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. Mais du coup, je vais pas dire grand chose sur l'autre film. Ah, Donc il faut savoir que quand on a lancé le concept de cette émission, tu m'as sorti très rapidement ce titre Hard Candy. Et je ne connaissais pas du tout ce film. Et tu m'avais dit que j'avais pas le droit de me renseigner dessus avant qu'on enregistre la première partie, et j'ai respecté ce choix. Donc dans ma tête, le mot hard candy, ça me faisait penser au dessin animé Candy, mais version hard. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va être? Ah, ça va être un... Et j'ai commencé à imaginer plein de choses, mais ça se trouve... Après, j'en ai déduit que ça allait être un rape and revenge. Donc une nana, elle allait se faire violer, et après elle allait tuer tout le monde. Après, j'ai reçu enfin ce DVD-là, et on voit en plus sur la pochette une fille un petit peu habillée comme le chaperon rouge, d'ailleurs. Et il y a des références à ça dans le film, qui est sur un piège à loup. Et là, je me suis dit, ça va être un truc ultra trash, c'est Roland. Roland, il est complètement déviant, il m'a donné un... Et j'osais à peine le regarder. Une fois que je l'avais, je me disais, mais j'attendais que tout le monde dorme et tout pour le lancer, en me disant, ça va être trash, ça va être horrible. Et je lance le film, et quelle ne fut pas ma surprise que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas du tout un truc super violent, super gore.
Et On est beaucoup dans la suggestion. voilà, on est dans la suggestion. C'est un petit budget, comme tu le dis, mais qui est parfaitement bien filmé, qui se passe en huis clos. Donc effectivement, c'est un duel entre deux acteurs. Les deux jouent super bien leur rôle, il n'y a aucun souci. Ellen Page est excellente. Euh, le truc, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a les 10 premières minutes où on ne sait pas dans quelle direction que ça va aller. Est-ce que c'est une nana qui va se faire, une gamine qui va se faire violer, et ça rend très Oui. mal à l'aise en fait cette scène, parce qu'on se dit mais merde, j'ai pas envie de voir ça. Voilà quoi, mais il y a quand même c'est pour ça que c'est pas vraiment un spoil ce que vous avez dit Roland, c'est on voit quand même, parce que l'actrice elle est très bonne, donc on comprend qu'elle est pas dupe en fait dès le début quoi, tu vois, mais on a un petit doute quand même. Et quand après il rentre dans la vraie phase du huis clos, et que là on voit qui est réellement la jeune fille et qui est réellement quoi. Le mec, on sépare en fait, on reste tout le temps dans le doute sur lui. Mais la nana, on comprend rapidement que c'est pas la faible petite enfant de 14 ans qu'on le pensait. Et donc, comme tu disais, il y a un duel entre les deux, et donc du coup, c'est un film très prenant, qui se regarde très bien, on lâche pas l'écran des yeux. Voilà, j'ai bien aimé ce Ah, film. Alors j'ai eu quand même cette déception au début, du fait que... Alors c'est plutôt une déception mais un soulagement, parce que j'avais peur de voir un truc qui trop trash en fait, et c'est pas le cas. Par contre c'est vrai qu'il y a ce sentiment de doute au début, et après en fait on est... c'est bien fait, il y a le duel psychologique, le jeu entre les deux acteurs, le doute qui s'installe entre... elle va faire croire qu'elle pense que lui est un pédophile, oui. et lui dit que non. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si elle le sait vraiment qu'il en est un ou non. Donc je vais pas en dire plus. Mais ce petit truc fait que ça change pas mal de choses justement dans ce duel psychologique. Et c'est très intéressant. Et comme j'ai dit par rapport à la pochette, t'as tout ce côté petit chapeau rouge, où c'est le petit chapeau rouge qui rentre chez le grand méchant loup, et qui va pas être si faible que ça. Alors, il y a quand même une petite critique négative, alors pas négative, mais quelque chose que j'ai pas compris. C'est un troisième personnage, parce qu'il y a vraiment que ces deux acteurs qui sont vraiment développés, mais t'en as une troisième qui est jouée par l'actrice Sandra Oh de comment s'appelle la série là, Grey Anatomy là, qui est la voisine, qui apparaît un moment dans le film. Alors, j'ai pas compris ce qu'elle foutait là, quoi. En fait, non, tu sais, t'as peut-être une info à me donner là-dessus. J'ai peut-être quelques clés à te donner sur l'explication. Alors déjà, sur le côté petit chaperon rouge, effectivement, je trouve que cette affiche de film est incroyable, où effectivement, comme tu l'as dit, on voit la jeune fille de dos, habillée tout en rouge, avec une capuche rouge sur la tête, au milieu de ce piège à loup, qui fait effectivement référence au petit chaperon rouge. Mais ce qu'il disait dans le making-of du DVD, en fait, c'est que c'était un peu le hasard, et que l'idée est venue après coup, et que vraiment le fait que... Ouais. elles mettent une capuche sur la tête et qu'elle soit bien rouge, et le hasard c'est parce que c'était les vêtements qui étaient disponibles à ce moment-là quand ils ont fait le shooting, et Ah que, oui, même pour les du vêtements. coup, voilà, D'accord. mais que du coup effectivement ça fait référence au petit chaperon rouge, et que c'est super bien trouvé, et que du coup cette affiche porte super bien le film. Après, sur effectivement ce troisième personnage qu'on aperçoit 5 minutes là dans le rôle de la voisine, je pense qu'elle est là pour mettre un petit peu de tension dans le jeu, où à un moment donné ce personnage intervient, sonne à la Ouais. porte, on sait pas si ça va si elle va se faire griller, si elle va arriver à s'en dépatouiller. Je pense que c'est pour ajouter un petit peu de suspense, mais il n'y a pas grand intérêt. Ce que j'ai compris, c'est qu'a priori, donc Elliot Page est donc un acteur canadien, et la femme qui joue la fameuse voisine est également canadienne. Et donc visiblement, ils se sont retrouvés sur ce tournage-là, ils étaient contents de bosser ensemble, et c'est parce que Elliot Page a fait ce rôle dans ce film-là qu'elle s'est retrouvée dans le film aussi. Mais c'était... ouais, ça n'a pas grand incidence, c'est pour ça que j'en parlais pas non plus dans le résumé. Ok. Alors, sur ce que Ok. tu as dit, donc je suis complètement d'accord sur ce que tu disais, donc tu parlais de Rap and Revenge, il y a un petit peu de ça, même si pour le coup il n'y a pas de viol, mais on est sur une pré-revanche Ah bah, presque, c'est on pas pourrait dire violé. ça. Pour moi c'est entre le Rape and Revenge et le Home Invasion, hein, c'est-à-dire un peu ces genres de films où tu as quelqu'un qui débarque chez toi et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, enfin, c'est un petit peu entre les deux je trouve, et Ouais, et c'est quand même une super critique des pédos, quoi. Je veux dire, quand elle arrive à cerner, parce que lui, il va essayer de la manipuler dans la manière de parler, c'est-à-dire qu'il va dire des phrases pour la convaincre de certaines choses. Et elle rentre pas dans, elle connaît les phrases, elle connaît le truc, et elle retourne les choses contre lui. Et on est totalement dans le truc du prédateur sexuel. Alors, est-ce qu'il en est un ou pas, ça vous verrez en regardant le film.
Mais il y a tout ce côté-là et qui donne quand même à réfléchir sur la manipulation de certaines personnes. Jeff, Hayley? tu ressembles pas au genre de type qui branche des filles sur Internet. Je pense que c'est mieux de rencontrer d'abord les gens en ligne. On sait déjà un peu ce qu'il y a en eux. Quand on travaille comme photographe, on s'aperçoit très vite que les visages des gens mentent. Et mon visage ment. Ce que c'est bon. Tu veux goûter? Ouais. Tu fais plus vieille que tu n'es. Surtout ta façon de te comporter. Vraiment? Tu veux appeler ta sœur pour lui dire où tu seras? Tout à l'heure, peut-être. Je suis en train de lire Roméo et Juliette. C'est un livre de 3e, mais je me suis dit que je le finirais avant que l'année scolaire commence. J'ignorais que tu t'intéressais à ce genre de choses. Tu crois que, comme on te chatte depuis 3 semaines, tu connais absolument tout sur moi? Elles ont toutes été prises ici? Ma maison, c'est mon studio. Je la reconnais, cette fille. Tes mauvaises actions te hantent à jamais. C'est vraiment un truc de cinglé. Je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est tellement facile de rejeter la faute sur un enfant. Qui es-tu? La récré est terminée. C'est l'heure de se réveiller maintenant. Enfin, on peut quand même se poser un certain nombre de questions quand on regarde ce film. Faut pas dire qu'on peut, hein, il y a des, enfin, on peut en tant que spectateur prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'effectivement, on a d'un côté cette jeune fille qui séquestre un homme qui ne lui a rien fait, qu'elle suspecte d'être un dangereux pervers sexuel, et d'un autre côté, on a cet homme qui drague en ligne cette gamine sur Internet. Oui. Et qui aussi peut débecter le public. Et finalement, il y a énormément de questions qui se posent. C'est est-ce qu'on a le droit de se venger soi-même? Est-ce qu'on a le droit de se faire justice? Est-ce qu'elle va pas trop loin dans son œuvre de vengeance? On voit aussi que tout ça est très élaboré. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que c'est pas juste... elle n'a pas fait ça sur un coup de tête, le plan a été établi... Ouais. Elle a réuni un certain nombre d'éléments sur voilà, et même à la fin du film, voilà, on va pas révéler la fin du film, mais il y a plein de questions qui restent en suspens, on n'en sait pas trop sur ce personnage. Non, mais voilà, on n'en sait pas trop sur ce personnage, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça. Ok, donc moi je vais donner ma note. Moi je mets un 6,5 sur 10. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est une très bonne note, hein. C'est 6,5. Alors, je voulais juste rajouter quelques petits points. On parlait tout à l'heure, on disait que c'était un film indépendant. Ce que disait l'équipe du film dans le making-of, et j'ai trouvé ça très intelligent et très juste aussi, c'est que quand t'as pas de budget, que tu fais un petit film indépendant, si tu veux que ton film il sorte du lot, il faut que ça choque, il faut qu'on parle de ton film, il faut que ça buzz un peu, et il faut qu'il ait suffisamment de choses différentes de toute la masse de films qui sort pour pouvoir exister, pour pouvoir être rentable. Et c'est aussi pour ça qu'on traite d'un sujet un petit peu border et d'une façon un petit peu aussi, on va dire, un peu non conventionnelle. Et effectivement, un film comme ça, si jamais c'est plan-plan et qu'il n'y a pas un peu de suspense, et si c'est pas un peu retors, personne ne va le remarquer. Donc je pense que c'était aussi très finement joué de la part du réal et de la part du producteur d'avoir parti sur ce concept de film-là pour cette réalisation. Bon, allez, suivant. Alors, attends, tu vas un peu vite. Et il y a une dernière chose que je voulais dire. Alors c'est un truc que j'ai lu tout à l'heure avant cette émission, et ça gâche un peu le truc. Alors c'est pas une fun fact, c'est plutôt un truc un peu triste. C'est que j'ai lu qu'Elliot Page disait que elle avait subi des agressions sexuelles par 2 membres de la production pendant le tournage de ce film. C'est quand même un petit peu ironique finalement que ce film qui se veut être une chasse aux dangereux criminels sexuels et aux pédophiles se retrouve également à être
l'antre aussi de cette sordide histoire, et ça, voilà, ça gâche un petit peu le thème, voilà ce que j'avais à dire pour terminer, et puis voilà, je laisserai à Elle le mot de la fin. C'est tellement facile de rejeter la faute sur un enfant. Le fait qu'une fille sache comment imiter une femme ne signifie pas qu'elle soit prête à faire tout ce qu'une femme fait. L'adulte dans cette histoire, c'est toi. Si un enfant fait une expérience et dit quelque chose pour tester son charme, tu l'ignores, tu ne dois pas l'encourager. Si un enfant dit « Hey, si on se faisait un petit cocktail », tu enlèves tous les alcools que tu trouves et tu te dépêches pas de boire pour t'en servir un autre. Donc moi, je t'ai proposé de regarder un autre film qui s'appelle Desperate Living, un film de John Waters. Donc contrairement à toi, je n'ai pas préparé, je pensais vraiment voilà, que c'était l'autre qui préparait, mais c'est pas grave, t'as l'habitude que je tire au flanc. Ouais. Mais je vais parler un petit peu de ma découverte en fait de ce réalisateur-là dans un premier temps, qui est pourtant assez connu de la scène indépendante américaine. J'ai découvert tout à fait par hasard en achetant un DVD chez Noz à 90 centimes, et c'était Dirty Shame. Et en plus il y a des gens qui me disaient mais qu'est-ce que c'est que cette merde et tout ça. Et j'ai regardé le film et j'étais choqué par la manière dont était amené le thème assez déviant d'ailleurs. Et j'ai été, bien que le film ne soit pas génial, j'ai été complètement fasciné par cette idée de tourner un peu. Moi, je ne vais pas aller plus en détail dans ce film-là, vous aurez qu'à le regarder. Mais donc j'avais regardé tous les bonus autour et j'ai découvert ce personnage de John Waters, qui est un extravagant de la ville de Baltimore, et donc un réalisateur indépendant qui a été connu principalement pour ses premiers films Pink Flamingos et Female Trouble, qui sont ses deux premiers films et qui sont, il paraît, complètement fous, où il fait jouer un drag queen très connu à l'époque, très connu en tout cas dans ses films, du nom de Divine, qui est complètement incroyable. J'ai vu d'autres films avec elle après, et j'ai complètement été fasciné par ce personnage. Donc j'ai essayé de me procurer d'autres films de lui. Alors c'est assez difficile ces temps-ci à en trouver, et je suis tombé sur Cry Baby, le premier film avec Johnny Depp, et Hairspray, la première version de Hairspray de 1988. Et j'ai trouvé ces films super sympas. Mais c'était des films quand même avec un certain budget. Et il paraît que John Waters a vraiment commencé avec rien du tout. Alors du vrai indé, pas du indé comme le tien, hein, du vrai indé avec des acteurs indés. Tous ces films sont tournés à Baltimore. C'est limite caméra sur l'épaule. C'est vraiment... Voilà, c'est des bandes de potes, ils tournaient ensemble et tout ça, avec des personnages qui mettaient en avant. Et le seul que j'ai trouvé de la période où il commençait à avoir un petit peu de budget, c'est le Desperate Living. Alors de quoi ça parle, Desperate Living ? Desperate Living, c'est l'histoire d'une nana complètement névrosée qui sort d'hôpital psychiatrique, qui vit dans une ville, dans un quartier bourgeois de sa ville, qui est donc très aisé, mais elle est complètement névrosée, elle crie sur tout le monde, elle est cinglée, vraiment les personnages de la nana désespérée qui est à la maison, qui pète les plombs, à pas travailler, à vivre avec son mari, voilà, elle est complètement... elle boite, elle a une jambe qui boite, elle arrête pas de gueuler. I knew they trying to kill me in my own home. It's like war. Don't tell me I don't know what Vietnam is like. Rats, rats, rats. Oh, Mom. Et sans faire exprès, elle tue son mari. Et elle décide alors de s'échapper avec sa femme de ménage, sa femme de chambre, qui est une dame de peau noire assez grosse, et qui est d'ailleurs très rustique et tout ça. Et elles partent toutes les deux, alors non pas en road trip, elles partent pour s'enfuir dans la ville des pauvres, des gens qui n'ont rien, qui sont les exclus de la société. Et donc c'est tout à fait dans le délire de John Waters, où il met une opposition totale dans la société entre les gens riches et aisés, la bourgeoisie, et les laissés pour compte de la société, qui sont souvent représentés par des gens qui ont une sexualité déviante, donc qui sont soit transsexuels, soit homosexuels, soit sadomaso ou tout ça. Donc tout un délire comme ça où la déviance est associée à la pauvreté. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de te faire découvrir ce réalisateur qui m'a beaucoup marqué et dont j'ai hâte de découvrir toute sa filmographie. Écoute, je suis bien content que tu sois penché sur le résumé de ce film, parce que pour moi, c'était
quasiment impossible de résumer ce truc. Non, alors c'est pas péjoratif, mais ça part dans tous les sens. Mais qu'est-ce que tu m'as fait regarder, quoi. Et franchement, j'ai halluciné. Alors, que dire sur ce film ? Alors, déjà, est-ce que t'as apprécié ? Ça, je le garderai pour la fin. Okay. Déjà, alors je connaissais un petit peu. Alors, je me suis pas du tout renseigné. Hein. J'ai vraiment joué le jeu. J'ai lancé le film. J'ai même pas lu le résumé du film. Donc. J'espère. Alors, tu parlais de Dirty Shame. J'ai vu Dirty Shame, moi. Hein. Alors, j'en ai plus un très grand souvenir. J'ai juste souvenir d'une énorme paire de loches sur la pochette du film. Je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais j'en ai quand même un bon souvenir globalement. C'est pas fort. Voilà. Bon, en tout cas, j'avais pas fait le lien avec le réalisateur. Tu vois, je savais pas avant que tu le redises là en intro que c'était lui qui avait fait ce film. C'est son dernier film, Dirty Shame. Il n'en a pas fait par la suite. Hein. C'est vraiment un film récent. D'accord. Il a fait l'original d'Hairspray et après il y a eu un remake avec John Travolta. Ayant vu les deux, l'original est 1000 fois mieux. Hein. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on va suivre l'histoire d'une femme qui va une femme complètement cinglée, hein, qui sort de l'asile, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui va accidentellement dans un excès de panique et de folie totale, tuer son mari, dans son paranoïa, voilà, tuer son mari avec la complicité, on va dire, un peu active de sa bonne, qui, je pense, voit aussi l'occasion de passer sous le manteau parce que c'était une bonne quand même qui était peu recommandable, qui volait ses patrons, et je pense que voilà, la disparition du mari l'arrange aussi. Bref, et donc on va suivre donc cette femme qui va se réfugier dans une espèce de ville, de criminels en fait, une espèce de bidonville où il y a que des criminels dans cette ville qui est gouvernée par une espèce de reine complètement laissée pour compte de la société. Quand j'ai vu ce film, ça m'a fait penser à du Russ Meyer avec un petit peu moins de cul, mais ça ressemble vachement quand même à tout ce cinéma complètement what the fuck, avec des personnages hauts en couleur, complètement déjantés. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser, pour avoir pensé un peu la filmographie de Russ Meyer, à du Russ Meyer. Je sais pas si tu as le même ressenti que moi quand tu as vu ce film, mais pour moi, il y a quand même des ponts à faire entre ces... Ouais, mais j'ai trouvé quand même John Waters plus critique envers la société, avec vraiment une vision d'une dualité entre deux classes, en fait, une lutte des classes au sein de la société, alors que Russ Meyer, il y a quand même des boobs, quoi. Alors là, on n'est pas trop sur les boobs. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, hein, effectivement. Russ Meyer, c'est quand même un mec qui a surfé sur le fait... qu'avant dans le cinéma tout était censuré, et quand ça a été libéralisé, il s'est engouffré dans la brèche pour proposer des trucs un peu sexy dans tous les sens. C'est pas si fin, mais en tout cas dans l'extravagance des personnages, un peu dans le déroulé complètement débile et déjanté, ça ressemble un petit peu, mais c'est vrai que derrière, effectivement, John Winters c'est beaucoup plus fin que du Russ Meyer. Écoute, quoi te dire sur ce film ? Pas trop ce que j'ai... En fait, je comprends pas ce que j'ai regardé. Alors, je vais couper court au suspense. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est complètement ma came. Okay. J'ai trouvé ça très drôle, complètement fou. J'ai à un moment... Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est un mélange... d'un magicien d'Oz avec un... Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, voilà, merci, j'arrive pas à retrouver le nom. Alice au Pays des Merveilles sous extasie et sous acide, quoi. C'est exactement ça. C'est un peu ça. J'ai tellement trouvé que ça ressemblait à Alice au Pays des Merveilles d'un certain côté que je regardais des similitudes entre le nom de l'héroïne qui s'appelle Debbie, je crois, ou un truc comme ça, et Alice, et en fait, il y en a aucun, donc ça se trouve, il y a même pas pensé, mais c'est vrai qu'à un moment, t'as ce personnage-là qui ressemble à la reine de cœur, en fait, qui arrête pas de bouffer et tout ça, qui est énorme sur son truc, qui est la reine, en fait, de cette ville de dépravés et de laissés pour compte, et qui fait sa loi et tout. Alors, je me souviens plus trop, je l'ai pas revu pour l'émission, mais quand je l'ai vu, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est complètement fou, quoi. C'est hallucinant, ce film-là. Release the prisoners! I hereby proclaim... Shut up. I hereby proclaim that you are no longer the princess of Mortville. You'll be gang raped by my soldiers, injected with rabies, and exiled to the streets of Mortville where you belong. Alors moi, la reine m'a effectivement fait penser physiquement un peu à la reine telle qu'on la connaît dans le Disney d'Alice au Pays des Merveilles, et m'a fait aussi un petit peu penser à la grosse reine dans l'adaptation du Magicien d'Oz avec Michael Jackson. Effectivement, on voit qu'il y a plein de références un petit peu dans tous les sens, mais c'est quand même super fou comme truc. On a des
persos à moitié à poil tout le long du film. On a des personnages qui sont complètement hystériques. Alors l'actrice principale est effectivement Elle est géniale, complètement quoi. fralée, Complètement elle est complètement folle. cinglée. Elle arrête pas de gueuler. Ouais. On a cette espèce de reine despote qui règne sur une ville de criminels. Alors elle impose des règles mais complètement débiles à ses compatriotes et menace de les tuer dès qu'ils n'adhèrent pas à ce qu'elle fait. Donc là, effectivement, ça fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles. Enfin, je sais pas, je pense à un truc, à un moment donné, elle décrète que tout le monde doit marcher à l'envers, doit c'est vrai, s'habiller à c'est l'envers, et toi, tous les acteurs dans la rue qui marchent à l'envers et qui commencent à remarcher à l'endroit dès qu'ils rentrent chez eux et qui sont plus dans la rue. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Mais c'est complètement débile. Avec le personnage aussi de sa fille qu'elle voudrait voir reprendre sa succession, mais qui, elle, ne pense qu'à son amoureux qui est un éboueur de la ville et qui ne veut absolument pas prendre la succession de sa mère. Enfin, c'est complètement cinglé comme C'est film. génial. J'en ai pas vu beaucoup des films comme ça. Je sais pas si toute sa filmographie est comme ça, mais c'est quand même assez dingo. En fait, tu vois, il a eu c'est resté un indépendant tout le temps et tout ça, et il a eu de plus en plus de budget pour ses films. Et en fait, moi j'ai commencé à l'envers, j'ai regardé son dernier film comme toi, Dirty Shame. Après les deux autres, Cry Baby et Hairspray, ils sont quand même très réputés. Dans Cry Baby, t'as, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier rôle de Johnny Depp, mais il fait revenir aussi entre guillemets les monstres, tu vois, dans ses films. Il aime bien ça, donc des drag queens, et l'autre monstre c'était Tracy Lord, qui était une star du porno, qui joue dans son film, et en fait c'était une nana qui était une star aux États-Unis, et ils ont découvert qu'en fait elle était mineure dans ses films. Et donc, elle a eu le FBI dessus, elle a été virée de partout, elle a perdu tout son argent, et lui, il l'a recrutée juste au moment du scandale pour la mettre dans son film, justement, tu vois. Et lui faire un vrai rôle, un rôle d'actrice, quoi, tu vois. Donc, il est opportuniste, en plus, justement, sur certains personnages comme ça. Et en fait, moi, je suis en train de la découvrir à sens inverse, sa filmographie. Et donc, c'est de plus en plus trash, en fait. Et donc là, le Desperate Living, il paraît que c'est un peu le croisement. C'est la première fois qu'il a eu un petit peu de budget réellement pour réaliser ses films. Mais il paraît que ceux d'avant sont encore plus fous, parce que tu as justement cette actrice divine qui est dedans, qu'on voit d'ailleurs dans Hairspray également, qui joue la mère justement de la fille qui chante, quoi, tout un délire. Et là, j'en attends un ils sont en train de les rééditer, j'ai l'impression, parce qu'ils sont très difficiles à trouver finalement. Ces films en français, là, ça se trouve en téléchargement, sinon moi j'aime bien les avoir en physique. Et il y en a un qui est Polyester, ça s'appelle. Donc un truc comme ça. Et c'est celui qu'il a fait juste avant Desperate Living. Et avant, c'est Pink Flamingo qui est le plus connu. Il paraît que c'est super trash, super violent, avec des drag queens qui descendent les gens. Alors j'ai lu un truc comme quoi il y a un moment, il y a une scène où la drag queen se fait l'amour à elle-même. Voilà, donc je sais pas comment c'est, mais j'ai hâte de découvrir cette scène. It's contagious. It's outrageous. It's John Waters' Desperate Living, starring Hollywood sex goddess Liz Renee. Oh, that support feels heavenly. Susan Lowe as androgynous Mole McHenry. If you don't give me a sex change, I'll cut off your Peter and sew it on me myself. And Mink Stoll as hysterical outpatient Peggy Gravel. Get out of here, you stinking piece of flesh! I'm a man, Muffy! A man trapped in a woman's body! Follow the dead-end road to Mortville, USA. Look around you! It's a village of idiots! Are you infectious, honey? I don't know. My saliva tastes funny. Watch the most perverse sex acts ever brought to the screen. Harder! Desperate Living, featuring Edith Massey, the Egg Lady, as Queen Carlotta. Hi, stupid! Hi, ugly! Don't miss this rabid feast of cinema decadence from the creator of Pink Flamingos, John Waters' Desperate Living. It isn't very pretty. Coming soon from Saliva Films. Alors c'est rigolo parce que finalement dans nos deux films il y a quand même un petit peu de similitude, donc on est partis tous les deux vraiment sans le savoir sur des films indépendants, alors peut-être pas forcément au même degré d'indépendance, mais on est quand même partis sur des trucs un petit peu souterrains.
Et on parlait tout à l'heure donc d'Ellen Page qui était devenu Elliot avec cette identité qui change. Et c'est vrai que j'ai l'impression aussi que ce réalisateur-là a quand même une relation particulière avec le genre, parce que il y a quand même des personnages complètement fous. Ah oui, mais c'est ça, c'est rigolo que tous les deux on a choisi des films comme ça. Le personnage donc, principal à qui tue son mari, à un moment donné, va devenir lesbienne avec sa bonne. À un moment donné, il trouve refuge chez un couple de lesbiennes, c'est ce couple-là, il est génial, dont un des deux veut changer de sexe, il va se faire opérer. Enfin, c'est des trucs complètement fous, mais quand je te dis opérer, c'est pas opérer. J'ai plus tout en tête, mais c'est complètement fou. Tout est fou dans ce film. Donc il s'amuse, il casse les codes. Et rappelons quand même la date du film, 1972. C'est fou. Il se moque de la police. On a une espèce de policier complètement pervers qui veut piquer les culottes. Enfin, c'est complètement con. Il y a tout. Donc, 1972, c'est là qu'on a vraiment perdu dans le cinéma. C'est vraiment ouais. Après, c'était mieux avant, bordel de merde. Je suis pas sûr qu'un film comme ça sortirait aujourd'hui, que ça ferait un tabac au cinéma, mais c'est un. En tout cas, c'est un film qui mérite d'être découvert. Je ne connaissais pas et je ne regrette pas d'y avoir été. Mais je trouve que c'est pas facile de parler de ce film parce que ça part vraiment dans tous les sens. En fait, c'est une expérience à vivre. Je ne saurais pas vous dire autre chose que allez voir ce film, découvrez ce réalisateur, découvrez ces acteurs complètement fous. Il y a un côté sale parce que dans la ville ils sont tous laids, tu sais, ils ont des boutons partout. Il y a un côté sale, il y a un côté dérangeant, ils sont tous à moitié à poil ou habillés avec des vêtements à la con. Cette reine despote là qui fait régner la terreur, ils sont tous dégénérés. Il y en a qui parlent à des cadavres. Alors quelle note? Je le noterais combien? Écoute, je lui mets un petit 8,5 sur 10. J'ai gagné. Ouais, alors attends, c'est pas un quiz, hein. On n'est pas au Freakycast, là, il n'y a pas de question de gagner ou de pas gagner. C'est c'est vraiment dommage. Mais c'est inclassable, quoi. C'est impossible. Moi, je suis incapable de parler de. Le résumé de base, c'est pas compliqué, hein. C'est juste une femme qui tue son mari et qui va se réfugier dans une ville de criminels, mais derrière, il se passe. Une fois que tu as passé ces 10 minutes-là, derrière, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Le scénario n'a ni queue ni tête derrière. Mais c'est génial, on s'ennuie pas. Finalement, je trouve qu'on se connaît pas. Alors nous, on se connaît bien, on anime le Freakycast ensemble, on se connaît, ça fait bientôt 2 ans qu'on fait ce podcast, on peut dire qu'on connaît quand même relativement bien les goûts des autres, et on a quand même relativement aussi beaucoup de goûts en commun. Donc c'était pas non plus un exercice super dur, nous deux, de se recouvrir un film. Ce qui était peut-être le plus dur, c'était de trouver un film que l'autre ne connaissait pas. Oui, après toi, quand j'ai hâte de ta prochaine proposition. Donc voilà, on peut dire qu'on est des gars sûrs. Je pense probablement qu'on est peut-être les gars les plus sûrs du collectif. Ouais, mais mais tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de le dire. Ouais, et on verra si on fait Mouche également avec les autres composantes. On a d'autres choses dans les tuyaux. Toi, je sais que tu as une émission en cours avec notre ami avec Uppsala, avec Mathieu, du podcast C'est la voix. Et j'ai hâte de vous écouter aussi parler et de voir si, en se connaissant un petit peu moins, et si on vous avez bien cerné la personnalité de l'autre, et si vous allez partir sur des choses que vous allez apprécier chacun de votre côté. En tout cas, ce principe d'émission est très sympathique. Je pense qu'on remettra ça en mixant un petit peu les différentes composantes du collectif suivant nos emplois du temps et le temps qu'on peut consacrer à cette émission. Et je suis très content d'avoir fait ce podcast, d'autant plus que je suis très content d'avoir découvert John Waters et ce film, Desperate Living, qui est vraiment incroyable. Merci encore pour cette reco. Et moi d'avoir vécu l'enfer avec ton film, avec un mec qui se fait découper la bite, putain, c'est horrible. Non, mais non, il n'y a pas ça. En plus, voilà, c'est un film qui envoie du lourd, mais au final, c'est beaucoup plus de la psychologie. Alors, je sais que tu n'es pas très psychologique, mais voilà, je sais que tu as apprécié ce film à sa juste valeur. Ok, merci à toi pour cette reco. Oui, et puis à bientôt pour une autre émission, et puis nous, merci on se retrouve bientôt sur les Freakycast. Eh oui. À plus, salut.